Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second des 3 gros épisodes des lectures en cours de ce mois de juillet. Dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de mes 10 dernières lectures. Il y aura 4 shoujo et 6 seinen, et non, il n'y aura pas de shonen dans cette vidéo, mais il y en aura dans le prochain épisode. Je commence tout d'abord avec la partie shoujo et je vais vous parler de ces 4 titres. Tout d'abord, je vais vous parler du tome 37 de Skip Beat de Yoshiki Nakamura, c'est publié chez Casterman. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 38 tomes de paru et selon Amazon, le tome 38 devrait sortir en France le 12 octobre. Alors déjà, gros bémol, alors je n'avais jamais remarqué jusque là, ou alors du moins je ne m'en rappelais plus, mais en fait ça faisait déjà un petit moment, il faut savoir que Skip Beat a un rythme de parution assez lent maintenant qu'on a rattrapé la parution japonaise, du coup on n'a que 2 ou 3 tomes par an grand maximum, bref le rythme de parution est vraiment assez lent. Et du coup, je galère un peu d'un tome à l'autre à me rappeler de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Du coup, je relis les dernières pages du tome d'avant pour essayer de me remettre un petit peu dans le bain. Et j'ai remarqué ceci. Vous aviez ici ce qui me semblait être de prime abord un petit résumé du tome précédent. Et du coup, je me suis dit chouette, ça va faire un petit récap des derniers événements du tome 36. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement ce que vous voyez parfois sur la 4e de couverture. C'est-à-dire, ça vous annonce ce qui va se passer dans ce tome. Alors en soi, c'est pas un gros spoil parce que je vais en parler dans cette vidéo, c'est pas un truc qui va vous gâcher votre lecture plus que ça. Mais voilà, pour le coup, je me suis dit, ok, moi je m'attendais à un petit résumé, un petit truc qui m'aide, et puis là ça m'a absolument pas aidé à me remettre dans le bain. Bref, dans ce tome 37, il y a un seul truc, vraiment, enfin il y a 2 trucs, mais le principal truc, c'est qu'on va enfin rencontrer la mère de Kyoko. C'est un personnage qu'on ne connaissait pas jusque-là, ou qu'on... Elle en parlait, mais vraiment très peu, et vraiment on n'arrivait pas vraiment à situer ce personnage. Et là, on va enfin le voir, on va enfin comprendre pourquoi finalement Kyoko n'a pas de lien avec cette femme. Et ça va être un tome qui est assez sombre parce que le personnage de la mère de Kyoko n'est pas un personnage hyper sympathique. Du coup, même s'il y a au début du tome vraiment quelques scènes assez drôles, parce qu'il faut savoir que Skip Beat c'est principalement de la comédie, c'est un shoujo avec lequel vous rigolez énormément. Et bien, suite à la rencontre plus ou moins du retour de sa mère, et bien ça va jeter un froid complet sur la série, sur l'ambiance. Mais alors par contre, on a une scène. Mon Dieu, une scène, parce que du coup, il y a un petit peu tout le monde qui se met autour de Kyoko pour l'aider, pour que ça aille mieux, en essayant voilà, de lui remonter le moral, tout ça. Il y a un personnage qui va également essayer de l'aider. Et il va se passer un truc... J'ai été un petit peu... What? D'accord, bon, bref, passons. C'est vraiment un tome que j'ai adoré. Ça fait déjà un petit moment que la série, je vous avais dit, par rapport à Ren, prenait une direction un petit peu sombre, un petit peu moins fun que les premiers tomes. Mais là, aucun rapport avec Ren, on est tout de même dans un tome qui est assez... Voilà, qui tourne vers quelque chose de pas très fun vers la fin. Je vous montre la 4e de couverture qui est très belle. C'est un shoujo que j'adore. Alors par contre, voilà, il faut s'accrocher parce que on n'a que 2-3 tomes par an. Du coup, c'est quand on est à jour niveau lecture, ça devient un petit peu compliqué de se rappeler de ce qui se passe dans les tomes précédents. Mais c'est vraiment une très bonne série. Je sais qu'il y a pas mal de tomes. Je ne saurais pas vous dire si on s'approche vraiment de la fin de la série. Il y a un petit moment, je pensais que, et puis finalement peut-être pas. C'est un très bon shoujo qui je pense peut plaire à énormément de monde. Il y a un anime au cas où, mais je ne pense pas que l'anime très clairement aille aussi loin que le manga. Je pense qu'il s'est arrêté bien avant. En attendant, c'était une très bonne lecture. Il y avait beaucoup à lire. Voilà, c'est le genre de shoujo qui ne se lit pas en 15-20 minutes. Un moment très agréable de lecture. Je passe à présent au 6e tome de Rere Hello de Toko Minami. C'est publié chez Delcourt Tonkam. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de paru et je n'ai pas trouvé de date pour la sortie du tome 7 en France. Alors, dans ce tome 6, une seule chose, on a envie de crier enfin. C'est-à-dire que la nana que vous voyez sur la couverture, donc Riri, qui est censée être un petit peu en couple avec Minato, depuis déjà un petit moment, ça fait un petit moment que le gars a fait sa déclaration, que les deux voilà, se cherchaient un petit peu. Et là, enfin, elle réalise, ah bah tiens, peut-être qu'on est réellement ensemble. On a envie de dire, mon Dieu, enfin, elle ouvre les yeux. C'est vraiment le genre typique d'héroïne qui tape un petit peu clairement sur le système, qui se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Alors, c'est un petit peu le cas avec Kyoko aussi, qui se rend pas
vraiment compte de l'attirance que Ren a pour elle, hein. Mais là on se marre, on a une héroïne qui est quand même assez forte, qui est intéressante, et puis voilà, on a un personnage assez complexe. Là, on est dans quelque chose de somme toute beaucoup plus simple, de beaucoup plus classique. Il n'y a pas énormément de choses. On tourne vraiment autour du couple qui se met en place, qui bien évidemment, quand le couple se met en place, ça va faire de la peine à d'autres personnes qui s'imaginaient pouvoir finir avec l'un ou l'autre. Alors par contre, j'étais un tout petit peu déçue, c'est qu'on a un personnage qui était présenté dans les tomes précédents, dans le tome précédent, comme étant le gars qui allait mettre des bâtons dans les roues et qui avait de bonnes raisons en gros de mettre des bâtons dans les roues de Minato. Et finalement ce gars là, voilà, il se laisse attendrir et il devient pas vraiment méchant, il n'arrive pas vraiment à s'en tenir à son rôle de fouteur de troubles. Du coup j'étais finalement un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de résistance de sa part, enfin voilà. C'était un tome qui était sympa, c'est un shoujo que j'apprécie bien et que je vous recommande. Après, c'était pas non plus la lecture du siècle et c'est très clairement pas le meilleur shoujo que vous pourrez lire. Je passe à présent à un shoujo beaucoup plus fun. Il s'agit du 4e tome de Kiss Him Not Me de Junko, également publié chez Delcourt Tonkam. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de parus et le tome 5 sortira en France le 21 septembre. C'est un tome qui est sur la lignée des 3 précédents, c'est-à-dire vraiment un shoujo avec énormément d'humour. Alors on a des scènes avec la plage, tout ça. La bande de copains qui tourne toujours autour de Kae, qui est redevenue super jolie. La fille qui est complètement à côté de la plaque, encore une fois, qui ne s'intéresse pas aux garçons de la manière dont il le faudrait, puisqu'elle s'imagine juste des histoires d'amour entre eux. Donc c'est un tome qui était très fun, même si, encore une fois, on se retrouve dans des situations assez rocambolesques, avec des têtes assez fun comme celle-ci. Donc voilà, là encore il existe un anime, au cas où vous ne voulez pas vous lancer dans un énième long shoujo. Seul petit bémol que je reproche à la série, c'est 2 personnages. Je crois d'ailleurs que c'est les 2 personnages qu'on voit sur la couverture. C'est pas flagrant sur la couverture, mais je trouve quand on lit ce manga qu'il y a 2 personnages. Je vais pas me lancer dans les noms parce que... voilà, si tout simplement ces 2-là. Même si les caractères sont différents, je trouve que les 2 blonds se ressemblent énormément et parfois j'étais un petit peu paumée dans ma lecture à comprendre mais qui est qui. J'ai trouvé que c'était un petit peu complexe par moment. C'est une bonne série, c'est très fun, c'est très léger, c'est super agréable à lire. Après voilà, c'est pas la meilleure lecture que j'ai pu faire parmi tout ce que je vais vous présenter, mais c'est franchement pas mal du tout. Je passe à présent au dernier shoujo de cette vidéo. Il s'agit du second tome de Ugly Princess de Natsumi Aida et c'est publié chez les éditions Akata. La série est terminée en 7 tomes, le tome 3 sortira le 18 août et le tome 4 le 10 novembre. Alors j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans la lecture pour ce second tome de Ugly Princess parce que le premier tome, je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Ce second tome est sorti fin juin pour rappel. Et j'avais un petit peu de mal à me remémorer de tout ce qui s'était passé. Heureusement qu'on a, voilà ce que j'adore, voilà, la petite pub se casse, cette petite pub là dans le tome qui vient de se casser. Heureusement on a un petit résumé au début du tome et ça j'apprécie franchement quand il y a ça dans les mangas et vous allez voir que dans les seinen que je vais vous présenter après il y en a plein où il n'y a pas ce genre de petit résumé. Franchement ça prend que dalle niveau place, ça doit prendre que dalle niveau temps et c'est tellement pratique juste de vous résumer les événements du tome précédent. On a une bonne avancée de l'histoire vraiment, c'est un personnage, j'ai oublié son nom, Mito, que j'apprécie beaucoup. Je vous montre la 4e de couverture qui est super sympa. Elle n'est pas spécialement très jolie mais elle essaye de prendre soin d'elle et heureusement elle a des amis sur lesquels elle peut compter. Et le garçon dont elle est tombée amoureuse, lui voilà, c'est encore une fois le gars complètement à côté de la plaque qui ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe. C'est le gars en plus qui est ultra maladroit, ce qui donne lieu à des situations assez drôles. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, c'est un shoujo qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire à la manière du shoujo tel que tu es, qui prend le pari de présenter une héroïne qui ne soit pas spécialement ultra parfaite, tous les mecs ne vont pas lui tourner autour parce que c'est pas un stéréotype de beauté on va dire, mais c'est vraiment une série qui est sympa parce que ça s'intéresse finalement à d'autres valeurs que la superficialité, donc c'était pas mal du tout. Il y a beaucoup d'humour, je suis très fan des dessins, pour rappel c'est la mangaka auquel on doit Switch Girl, que je n'ai pas lu et que je ne compte pas lire de sitôt parce qu'il y a pas mal de tomes et
ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu, entre guillemets, déplu, enfin plu et déplu, c'est qu'on est à fond dans l'histoire et qu'à peu près ici, voilà, tout ceci c'est une sorte de réécriture de Ugly Princess qui reprend les événements du premier tome et du second tome. Vous pourrez lire une autre Ugly Princess, ces chapitres ont été prépubliés dans le magazine de mode 17 et propose une histoire un peu différente de la principale et pourtant cela reste malgré tout presque cohérent avec les événements. Montre d'illustration. J'ai bien aimé cette espèce de réécriture légèrement différente de ce qu'on voit dans le manga. Je vous montre la tête qu'elle fait, c'est quand même assez fun. Mais voilà, j'étais un petit peu deg finalement que l'histoire prenne pas tout le tome parce que je commençais vraiment à être à fond dans l'histoire et évidemment j'étais un petit peu coupée dans mon élan. Mais bref, c'était un très très bon tome. La couverture du tome 3 est vraiment magnifique et je vous recommande la série si vous cherchez un petit shoujo terminé en 7 tomes. Donc je pense théoriquement qu'on aura la fin l'année prochaine en France. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Les couvertures sont top, les dessins, beaucoup d'humour, des personnages qui change un poil des stéréotypes qu'on voit dans pas mal de shoujo, donc c'est franchement pas mal du tout. J'attaque à présent la partie seinen de cette vidéo qui, comme vous allez le voir, va nous occuper pas mal de temps puisque j'ai tout de même 6 titres à vous présenter. Donc je vais tout d'abord commencer avec le 5e tome de Devil's Line de Ryo Hanada, publié chez Kana, collection Big Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus et on n'a pas la date pour la sortie du tome 6 en France, sachant que le rythme de parution est, je trouve, assez lent, de l'ordre de un tome tous les 3-4 mois, plus 4 mois d'ailleurs, donc j'imagine que le tome 6 on l'aura très probablement vers le mois d'octobre. Donc c'est un tome 5 qui pour moi a été ultra complexe à lire, du simple fait qu'encore une fois on n'a pas de petit résumé au début du tome, ni sur la 4e de couverture. Première de couverture qui est par contre très très jolie. Et c'est un petit peu embêtant quand le rythme de parution est lent, que vous suivez les tomes au fur et à mesure qu'ils sortent. Du coup, ça devient un petit peu chaud de se rappeler tous les personnages, toutes les relations entre les personnages, de pas tout s'embrouiller parce qu'en plus, voilà, on a des pages comme celle-ci qui est un flashback. Donc, au niveau de la chronologie, c'est un petit peu simple de s'y perdre. On a des nouveaux personnages, dont 2 nouveaux personnages en fait, qui vont être capitales pour la suite de l'histoire. Ça, je vous en dis pas plus. C'est un tome que j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment eu du mal à me replonger dans l'histoire. Ça avait déjà été le cas avec le 4e tome. Même si c'est un seinen que j'apprécie beaucoup, et puis voilà, les mangas qui parlent de vampires de manière générale, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais celui-ci est très complexe, du coup je vous conseille plus d'attendre d'avoir plusieurs tomes et de lire plusieurs tomes d'affilée, parce que si comme moi vous lisez un tome tous les 3-4 mois, bah, vous êtes très vite complètement paumé, surtout si vous suivez je ne sais combien d'autres séries en parallèle. C'est vraiment pas mal, c'est très sombre, c'est un titre que je rapproche encore une fois de Tokyo Ghoul, parce que c'est un petit peu similaire, alors que là, bon, on a des vampires, mais on a ce côté enquête, le côté on a des vampires qui combattent d'autres vampires, voilà ce genre de choses. On en apprend un petit peu plus aussi sur le fait que les vampires, on va essayer de faire en sorte qu'ils contrôlent leur transformation, non pas qu'ils ne se transforment plus, mais qu'ils contrôlent leur transformation, et ça va donner lieu à des scènes assez sympathiques. Donc voilà, c'était vraiment un très bon tome, c'est un univers très sombre, très sanglant, qui n'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes, même si j'ai pas noté d'interdiction particulière. Voilà, c'est franchement pas mal du tout, et encore une fois, si vous avez aimé Tokyo Ghoul, je pense que vous apprécierez ce titre. J'enchaîne avec l'avant-dernier tome, le tome 7 de Erest de Kei Sanbe, publié chez Kiun, collection Seinen. La série est terminée en 8 tomes, mais j'ai pas trouvé la date pour la sortie du tome 8 en France, mais j'imagine qu'on l'aura d'ici la fin de l'année tout de même. Donc déjà petit focus sur la couverture que je trouve vraiment très très belle. Les couvertures de Erest, c'était vraiment le truc qui de prime abord m'avait attiré et m'avait fait commencer la série. Alors en plus le synopsis est vraiment génial. Et ce 7e tome, je l'ai beaucoup aimé. On a le personnage de Satoru, le gars qui est un petit peu notre protagoniste, qui a un petit peu du mal à resituer tout ce qui s'est passé. Il a été dans le coma, du coup il a 2 vérités dans sa tête. Il a la vérité horrible qui s'est passée au début de l'histoire, et il y a la vérité qu'il a réécrite en remontant le temps. Et pour un gars qui a passé plus d'une dizaine d'années dans le coma, qui va se réveiller, son cerveau va essayer de se connecter avec déjà tout ce qui a pu se passer pendant ce laps de temps où il était dans le coma. Et en plus, voilà, il a des bribes de la première réalité et de la deuxième réalité. Les deux se mélangent, il essaie de reconstituer le puzzle, c'est très complexe à suivre, même pour nous. Encore une fois, hein, c'est le genre de série qui sera sympa à relire quand il y aura tous les tomes de sortie, et ça fera beaucoup plus sens, je pense.
Alors en plus on voit, parce que le grand méchant de l'histoire, on le connaissait depuis déjà le tome précédent ou même le tome d'avant, je ne sais plus. Donc c'est pas une surprise, on le voit et lui aussi se réjouit que le personnage de Satoru finalement se réveille de ce long coma. Et là, pendant tout ce tome, ça va être essayé de reconstituer les morceaux. Les gens autour de lui ont besoin qu'il révèle des choses parce que lui a vu le tueur, même s'il ne s'en rappelle pas. Il a des informations clés et il faut absolument qu'il s'en rappelle et qu'il ne mélange pas la première version, la deuxième version et la troisième version presque qui existe, qu'il se serait plus ou moins créé en rêve quand il était dans le coma. C'est hyper complexe, hein. Franchement c'est génialissime, c'est un petit peu du thriller temporel, ce genre de truc, c'est vraiment complexe à suivre. Personnellement j'adore, c'est hyper original, c'est un scénario qui vous tiendra en haleine, c'est vraiment, il n'y a aucun tome avec lequel vous allez vous ennuyer. Les personnages sont vraiment top, mais voilà, c'est assez compliqué de tout se rappeler d'un tome sur l'autre. Donc vraiment, c'est une série que je pense je prendrai plaisir à redécouvrir une seconde fois quand le 8e tome sera sorti. En attendant, voilà, si vous cherchez un nouveau seinen à commencer, une petite série à commencer, c'est vraiment un très très bon titre par l'auteur d'Okai Sanbe, auquel on doit l'île de Ozuki, le berceau des esprits, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne série, c'était peut-être pas la meilleure de l'auteur, quoique, en attendant, c'est vraiment une très bonne lecture. J'enchaîne en vous présentant le tome 7 de Listen of the Evil de Eiji Karazuyama et Yuzuki Kishi. C'est publié chez Kana, collection Big Kana. La série est terminée en 9 tomes et le 8e tome sortira en France le 9 septembre. Donc j'imagine qu'on aura le dernier tome soit au mois de décembre, soit début 2017. Donc ce tome 7, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une série qui vraiment part en cacahuète totale depuis déjà un petit moment, dans le sens où à la base il s'agissait juste de faire taire quelques élèves qui étaient au courant du grand secret donc de notre prof d'anglais qui est un tueur, hein, n'oublions pas. La situation échappait déjà à son contrôle depuis un petit moment, on ne savait pas trop s'il allait réellement arriver à s'en sortir ou pas. Et finalement c'est un gros jeu de massacre qui est lancé. Alors ils sont tous coincés dans le lycée et c'est un gros terrain de chasse en gros. Tout simplement il est lourdement armé, il est un petit peu aidé, donc ça je vous en dis pas plus. Et les personnages vont essayer de se diviser malheureusement pour trouver des stratégies pour contrer le tueur, parce que pour eux le tueur, certains découvrent de qui il s'agit mais n'ont pas le temps de parler, et les autres pensent qu'il s'agit d'un autre personnage. Donc voilà, pour l'instant, peu de gens savent que c'est leur prof qui est derrière tout ça, donc Asumi. Et c'est vraiment un tome que j'ai adoré parce qu'on a beaucoup de suspense, de tension, on se demande vraiment mais jusqu'où le gars est prêt à aller. Et il va épargner strictement personne, c'est-à-dire que même les gens qui vont être là pour le supplier, pour essayer de trouver un compromis pour survivre, il ne va vraiment laisser sa chance à personne. Et c'est un gars qui vraiment est prêt à tout. Ouais, il n'a plus rien à perdre, très clairement, sa vie est un petit peu foutue suite à ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite, est-ce que oui ou non il arrivera à s'en sortir. Franchement, même si le gars est très intelligent, même s'il a l'air d'avoir pensé plus ou moins à tout, ça semble difficile de s'en sortir dans une telle situation. Et voilà, c'est vraiment un très très bon tome. C'est une série que je vous recommande si vous cherchez une espèce de, on va dire un petit peu thriller, suspense, légèrement horreur tout de même, parce qu'on a cette tension horrifique d'être justement dans ce tome-là coincé dans le lycée et d'attendre un petit peu que le tueur arrive et vous descende. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je passe au tome 6 de Ajin de Gamon Sakurai, publié chez Glénat. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus et le tome 7 sortira en France le 5 octobre. Et j'oubliais de vous dire, ça vient de me revenir, il y a un anime qui est sorti pour Erez et ça peut être une alternative si jamais vous n'avez pas envie de commencer une nouvelle série. Donc ce tome 6 de Ajin, je dois dire que ça doit être peut-être l'un de mes tomes préférés. On apprend beaucoup de choses à propos de ces fantômes noirs, donc de ce qu'ils sont, de comment les contrôler, tout ça. Je vous montre la page couleur qui est vraiment super jolie. Et on a une association qu'on découvrait dans le tome 5 entre finalement certains Ajin et la police qui traque les méchants Ajin. Et j'ai trouvé la collaboration assez intéressante. On s'intéresse au passé de certains personnages, dont celui-ci. Et là encore, voilà, même s'il y a beaucoup de flashbacks, c'est des flashbacks que j'ai trouvé toujours très utiles.
beaucoup de choses dans ce tome. Vraiment, c'était un tome que j'ai trouvé très complet, même si à un moment donné la série m'avait un petit peu perdue. Là, je dois dire qu'elle est sur une très très bonne lancée. Et c'est un seinen qui, voilà, comme l'a dit le petit macaron publicitaire, meilleur seinen et meilleure nouvelle série de la Japan Expo Awards 2016. Alors après, est-ce que c'est mérité? Ça, je ne saurais pas trop vous le dire. Là encore, il y a un anime, au cas où, si vous ne voulez pas commencer une nouvelle série. Donc voilà, ça a été vraiment un très bon tome. J'ai adoré justement découvrir de nouvelles choses sur certains personnages. Des scènes un petit peu de bagarre comme celle-ci. Donc un très très bon tome, un excellent seinen que je vous recommande si vous n'avez toujours pas commencé. Avant-dernier seinen de cette vidéo, il s'agit du second tome de Full Metal Knight Chevalion de Sawako Arashida. C'est publié chez Akata, collection What the Fuck. La série est terminée en 4 tomes. Le tome 3 sortira le 22 septembre et le tome 4 le 10 novembre. Alors ce second tome de Chevalion m'a assez surprise dans le sens où on en apprend beaucoup plus sur l'armure de Reito, qui pour rappel est coincé dans cette armure et ses amis, les anciens chevalions, vont essayer de l'aider à l'enlever, tout simplement parce qu'il ne contrôle plus sa force et il commence, en plus de détruire la ville, à faire un petit peu de mal autour de lui, et c'est franchement pas top. Alors à la fin du premier tome, il nous manquait le 5e et dernier chevalion. Là on fait sa connaissance dans le second tome. Je montre la couverture qui est super belle. 4e de couverture également, très très jolie. Donc déjà on fait la découverte du dernier membre des chevalions, voilà, avec ses particularités, tout ça. Et surtout on en apprend un petit peu plus donc à propos de l'armure, comme je disais, de Reito. On comprend le pourquoi du comment finalement il est coincé avec cette armure. Et en fait c'est absolument pas drôle le truc. C'est qu'à la base on se dit ouais peut-être le gars a juste envie de la garder parce que il n'arrive pas à se détacher des chevalions, tout ça, nostalgie, etc. Mais finalement c'est nettement plus sérieux et plus grave que ça. Alors en plus c'est un personnage j'aime bien parce que tous les autres on les a vus avec leur armure, maintenant on les voit sans leur armure. Du coup on les voit en tant qu'humains, on voit à quoi ils ressemblent. Et lui... quand on voit des bribes du passé justement et qu'on le voit sans son armure, son visage est un petit peu, si vous voulez, caché. Toujours le visage est caché. Et ça, j'imagine que c'est pour faire une révélation de foufou à la fin de la série. Donc c'est vraiment une excellente série, c'est vraiment un excellent second tome. J'ai adoré justement cette révélation à propos de l'armure de Reito qui remet plein de choses à plat parce que du coup les autres vont se dire attends finalement on lui enlève ou pas l'armure parce que ok il faut lui enlever parce que le gars il contrôle plus ses pouvoirs et puis il faudrait qu'il enlève à un moment donné tout de même. Mais ils se rendent compte que ça va pas être sans conséquences et voilà, et quand ils comprennent pourquoi c'est encore plus triste entre guillemets. Donc c'était vraiment un excellent tome. Autant le premier était très déjanté mais on se demandait un petit peu où ça allait. Et là ce second tome était vraiment génial. Donc encore une fois si vous hésitez à commencer cette série, foncez sans hésiter. Et enfin dernier seinen de cette vidéo, il s'agit du 4e tome de Kasane la voleuse de visage de Daruma Matsura. C'est publié chez Kiyun, collection seinen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de parus. Le tome 5 sortira le 22 septembre et le tome 6 le 10 novembre. Alors ce 4e tome de Kasane, je l'ai adoré. Il remet beaucoup de choses à plat et en gros ça va annoncer beaucoup de choses pour la suite. On a la découverte d'un personnage, le genre de truc auquel on ne s'attend pas et qui vraiment va changer beaucoup de choses parce que même si pour l'instant ce personnage a juste fait la connaissance de Kasane sans trop le savoir et que Kasane ne soupçonne pas de qui il s'agit, vraiment ça va donner quelque chose de pas mal pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment un tome pour le coup qui ne tourne pas trop autour de Kasane, qui tourne plus autour de ce personnage-là qui est à sa recherche. C'est toujours cet univers très sombre, très glauque, très spécial, mais qui est tellement génial. Alors il va se lier une amitié entre ces deux personnages qui pourtant, vous allez le voir par la suite, tout va les opposer. Et c'est justement ça qui donne envie de voir mais qu'est-ce que ça peut donner par la suite. Est-ce que ça va pas détruire finalement ces deux personnages quand ils vont se rendre compte de la vérité. Donc un excellent volume. Voilà, c'est vraiment une série avec laquelle j'étais très dubitative à la base. Mais vraiment, je vous la conseille à 2000% si vous ne l'avez toujours pas commencé. Et si vous êtes intrigué par ces très belles couvertures. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo. Votre avis à leur sujet. N'hésitez
n'hésitez pas non plus à me dire si parmi tous les titres que je vous ai présentés, il y en a certains qui vous donnent envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!